Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, Catherine, on a prévu de parler des outils de l'écrivain, de la boîte à outils au sens large. Donc ça va être un épisode peut-être un peu long parce que, il faut le dire, je suis un gros geek. Donc moi, les outils, et notamment informatiques, j'en ai pas mal. Oui, et puis quand on a préparé cet épisode, je me suis même aperçue qu'il y avait plein de choses que tu avais marquées, que je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Donc je pense que là, je vais boire tes paroles pour progresser. Tu vas poser des questions. Non, mais je vais boire tes paroles. Prends les compliments. Je prends, merci beaucoup. Je les reprendrai au moment où tu les... Voilà. Voilà, on fait ça. Ce qu'on a décidé, c'est de faire quelque chose qui correspond un peu à l'ordre chronologique dans lequel on développerait une histoire, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de nos outils pour la recherche, pour la rédaction éventuelle d'un plan de travail, les outils pendant la phase d'écriture elle-même, les outils pendant la phase de correction / édition, y compris peut-être les échanges avec l'éditeur, si on a la chance d'en avoir un. Oui, puis tout ce qui est promo, tout ce qui est marketing. Et puis après, tout ce qui est promo, etc. marketing, voilà. Donc ça va être assez large. L'auteur 2.0. Parce que l'auteur de avant, l'auteur 1.0 ou 0.0, il n'a pas besoin de grand-chose, en fin de compte. Alors c'est vrai qu'on peut être minimaliste, on peut se contenter d'un crayon papier et d'une feuille, et puis écrire. Mais ça suffit. Et ça peut suffire. Mais c'est souvent la base. Du thé, un chat. Du thé, un chat. Alors, on a déjà discussion. Oui, non mais alors voilà, est-ce qu'il faut un chat? Faut-il un chat? Faut-il tomber dans les clichés de en l'écrivain? même temps, alors le cliché est total parce qu'on a chacun 2 chats. C'est vrai. Bon, voilà. Bon. Il va être très long cet épisode. 100% des écrivains du podcast Duo de Plume ont des chats. Donc, est-ce que c'est un outil indispensable? Ça fait tout notre succès. Ceci dit, qu'est-ce que t'apporte ton chat par rapport à l'écriture? Non, ceci dit, rien. Non, moi, alors... rien. Si, sur la post-prod et la promo, j'essaye désespérément toujours de la prendre sur les photos parce que sur les réseaux sociaux, on aime les chats, mais elle ne veut pas, donc elle bondit de mes bras. T'as le choix, voilà. c'est ça ou les bébés, mais donc les nôtres sont assez grands maintenant. C'est fini, ils ne veulent plus non plus. Non, mais ceci dit, j'ai lu quelques études sur l'apport en termes de sérénité, de calme, de devoir s'occuper de quelqu'un et de la sérénité que ça t'apporte, du fait d'avoir des animaux de compagnie. Donc, oui, ça de manière ouais. générale. Ouais. Donc, alors c'est très indirect, mais probablement qu'il y a un petit apport quand même d'avoir des animaux de compagnie. Ah bah oui. Je connais beaucoup d'écrivains qui en ont, en tout cas. Moi, disons qu'après, purée, on est en train de dériver sur... C'est quoi cet épisode? Les outils virtuels, on parle un quart d'heure des chats. C'est vrai. Bon, non, alors voilà, 3 minutes. moi, je sais pas, mes chats restent pas avec moi quand j'écris. Elles se barrent et voilà. Oui. Mais des fois, elles sont dans le secteur, mais j'ai pas des chats super qui se couchent sur mon ordinateur. Bon, c'est mieux d'un autre côté. Oui, des fois, c'est difficile d'écrire si elles se couchent sur le clavier. C'est clair. Ouais. Mais après, ça fait des photos, c'est Instagrammable. C'est vrai. Après, il faut faire des choix. On est déjà dans la promo. Oui. Exactement. Mais nous avons dit que nous commencions par... Les outils. Avant, on prépare. Alors. Et toi, tu as noté des choses qui te paraissent indispensables. Si on sort du clin d'œil papier-crayon, qui me semble de toute façon qu'on utilise quoi qu'il arrive. Qu'on utilise effectivement. Alors, est-ce que toi, tu écris directement, je crois, tu écris directement sur ordinateur? Oui. Non. Métatrame, non. J'écris directement sur un clavier, c'est pas forcément un ordinateur, on en reparlera. Mais donc j'utilise c'est là une qu'on en espèce... parle. Non, mais vas-y, parle-en maintenant. C'est pas grave, c'est intéressant.
Ok, parlons-en maintenant. Donc moi j'utilise une machine à écrire électronique qui ne fait que ça, prendre du texte. Et puis après elle se synchronise sur un cloud que tu décides. Moi c'est Dropbox en l'occurrence, mais ça pourrait être un autre. Ça peut se synchroniser aussi avec Evernote. Ou tu pourrais choisir de la connecter à ton ordi et puis de transférer les textes directement dans un dossier sur ton ordi. Et je suis arrivé à utiliser ce genre d'outil à cause de mon TDA. C'est-à-dire que... Allonge-toi, on va en parler. J'écrivais beaucoup sur mon ordi, mais je cherchais à avoir des outils très minimalistes qui me sortent un peu de... L'ordi me sert à tout faire, il y a ma vie dedans, comme tout le monde maintenant je pense, mais tu fais tes comptes dessus, tu gères ton entreprise, tu communiques, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes YouTube, tu consommes, je sais pas, Netflix, des séries, autre chose. Et donc, du point de vue de ton cerveau, en tout cas du mien, l'ordi, c'est un truc brillant avec plein de trucs rouges qui clignotent et qui fait que parfois j'ai du mal à me concentrer sur l'objet. Donc pendant des années, j'utilisais des outils du genre ça te coupe Internet pour pas être tenté pas les pendant notifications. Alors les notifs etc. déjà. Puis même quand tu es concentré sur ton texte et que tu commences à écrire et que tu te rends compte qu'il te manque une information, tiens, au fait, on dit katana ou on dit c'est quoi le sabre des samouraïs, etc. Et la tentation d'aller le googler au moment où tu écris, elle est très forte. Et ça te sort Et ça complètement te sort truc. de ton flow et de ton flux de travail. Bon, alors tu peux couper Internet, c'est possible aussi, et tu peux utiliser d'autres outils. Moi, j'ai découvert ces machines-là qui s'appellent des FreeWrite. Voilà. FreeWrite. Mais tu m'avais pas dit que... Alors, je me trompe peut-être, mais que quand tu écris, si tu arrêtes d'écrire pendant un petit moment, ça t'efface ton truc. C'est pas... Alors, c'est possible. Moi, je n'utilise pas ça. Non, mais c'est atroce, Oui. ça. Non, parce que la simple idée, je trouve ça... Je sais que ça existe pour moi aussi. Surtout que je relis... Alors moi, la machine, elle m'affiche 8 lignes à peu près. 7-8 lignes. Oui, mais donc du coup, tu peux pas revenir en arrière, Non. faire du... Ouais, alors Mais ouais, ça, non, c'est un ça autre irait principe. pas pour moi, ouais. C'est un autre principe qui est très personnel. Moi, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de garder cet élan d'écriture et d'aller au minimum de ma scène ou de mon chapitre. Si je commence à corriger ma petite faute, ah non, ce mot-là, il serait un peu mieux, etc., ça me fait le même effet que si je dois aller rechercher comment se nomme le sabre le katana, etc., le sabre de mon samouraï, et je sors de mon flux, je sors de mon moment d'écriture, et je ne retrouve pas tout à fait le même. C'est très personnel. Je pense qu'il y a des gens qui, probablement toi, corrigent au fur et à mesure sans que ça les sorte de leur histoire. Ça me sort pas. Aller chercher le katana sur Google, ça me sort un petit peu et je le fais plus maintenant, mais effectivement. Et moi, c'est très similaire. Et du coup, au fur et à mesure. j'utilise cet outil-là de manière comme ça à avoir un élan jusqu'à la fin de ma scène. Et pour tous tes projets d'écriture, tu utilises cette petite machine magique? Non, je l'utilise pour mes premiers jets de fiction. D'accord. J'écris aussi maintenant pas mal dans mon blog ou mes newsletters ou ce genre de choses. Ça, non, ça sera sur l'ordi. Parce que je développe ça façon technique Snowflake. Je ne sais pas si tu connais ça. Pas du tout. Tu as une liste à points des idées à aborder. D'accord. Puis après, tu reprends le premier point, tu le développes un petit peu. Puis après, tu le redéveloppes et tu le redéveloppes. Donc petit à petit, il y a un côté flocon de neige qui devient... Ah oui, d'accord, je vois. Oui, puis l'autre aspect de la question pour les newsletters ou le blog, si tu écris directement sur ton site ou ton outil de newsletter, c'est que tu as des templates en général. Oui, alors moi Donc, j'utilise tu des mets templates, pas sur directement, le site, mais oui, effectivement, ça te permet de garder la même structure, par exemple pour la newsletter, Exactement. Ce qui est plutôt recommandé à faire. Oui, et puis qui te mâche le travail. Mais on digresse dans la digression. Oui. Et là, je trouve que c'est un petit peu terrible. Mais donc on est parti sur cet outil-là. Il me sert pas pour développer mon histoire, pour faire mon plan, etc. Il me sert vraiment que lorsque je fais mon premier jet. Et tu sais que moi je suis dans ces auteurs-là où je fais tout mon premier jet le plus vite possible. Puis après je fais une phase d'édition. Puis toi tu es plutôt à corriger au fur et à mesure, ou bien le lendemain tu corriges ce que tu as fait la veille, peut-être, je sais pas. Mais Je sais pas, disons que moi, quand j'arrive à la fin de mon premier jet, je suis quasiment arrivée à la fin de mon roman finalisé, entre guillemets, suffisamment, en tout cas, pour être direct envoyé au bêta, ou quasiment.
Je fais quasiment... Parfois, ça m'arrive même de limite pas faire de relecture globale. Ok. Donc, mais c'est des manières de travailler qui sont différentes. Alors, on va pas le répéter 50 fois, mais chacun va trouver sa manière et on est là Exactement. juste pour partager et exposer comment on fait. Et là, on voit qu'on est très divergents, très différents Oui. par rapport à nos méthodes. Et on arrive quand même à produire des textes que certains lecteurs aiment. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver Exactement. sa façon, son flux de travail, son workflow en anglais. Puis alors, bon, comme c'est le thème des outils, alors, et qu'on est parti sur un petit peu les outils, finalement, on peut appeler ça logiciel de traitement de texte, ou c'est pas là Oui. qu'on appelle ça comme ça. Et que penses-tu? As-tu déjà utilisé Scrivener? Alors moi, une fois que j'ai mon premier jet, en fait, à la fin de chaque session de travail, j'écris tous les jours, c'est directement transféré dans un logiciel Scrivener pour moi. D'accord. Ça pourrait être n'importe quel autre. Ça pourrait être du Word, ça pourrait être Ulysse. Et Scrivener, c'est... Alors, moi, très franchement, je pose la question, je t'ai dit que j'allais boire tes paroles. Tu vois mes yeux qui se mettent en position de boire tes paroles. Parce que moi, Scrivener, j'utilise pas, et je Oui. sais même pas exactement quel est le plus, je dirais, à utiliser ce type de logiciel qui, si je ne m'abuse, c'est une espèce de traitement de texte adapté pour les écrivains, c'est ça? Oui, C'est quoi l'avantage par rapport à un Word de base? le principal avantage, c'est l'idée d'avoir ces fichiers texte sous forme de scène isolée que tu peux déplacer très facilement d'un chapitre à l'autre, avant, après, etc., même au paragraphe près. Donc c'est un outil où tu peux visualiser l'ensemble. Donc quand tu as, je sais pas, 100 000 signes et que tu refais la structure de ton roman, dans Word, c'est très très difficile. Il faut que tu fasses défiler 60 pages pour retrouver le chapitre que finalement tu veux mettre au tout début. Le copier, le coller au début, ça devient hyper fastidieux, beaucoup de fautes, beaucoup de possibilités d'erreurs, de mailler ton fichier. Scrivener, il t'affiche, en fait ce sont une série de petits fichiers individuels qui sont les scènes, puis tu peux les bouger très facilement. Oui, d'accord. Donc il y a ce premier avantage-là. Et puis le deuxième pour moi, et c'est mon côté TDA encore une fois, c'est que j'ai beaucoup de documentation, j'ai des références, des images, des sons, des vidéos, des pages web qui sont copiées et collées, qui sont de la documentation aussi. Et j'en avais partout. J'avais un fichier Excel dans lequel j'avais mes scènes à faire, mes scènes déjà faites, le nombre de mots, comment j'équilibre mes chapitres, est-ce qu'ils sont tous de la même longueur, etc. Comment je gère le rythme. C'est ultra scientifique ton truc. Ouais, moi j'ai Je besoin... suis impressionnée. Je suis Mais tellement pas comme ça, On moi. n'écrit pas tout à fait la Mais même chose. alors, on n'écrit pas... Oui, Mais moi j'ai besoin... oui, c'est vrai, mais c'est rigolo parce que moi, alors, l'idée de switcher, de prendre un chapitre, le chapitre 12, de le mettre en position chapitre 3, j'ai du mal à comprendre le... Mais bon, on n'écrit pas la même chose. Mais tu fais ça, réellement? Oui. D'accord. Bon, bah alors, ouais, parce que moi, j'ai pas mes scènes, elles sont à une place. Un exemple très simple. Je suis en train d'écrire mon prochain policier / thriller. Okay. Il y a 3... Ouais, si je suis juste, il y a 5 points de vue différents. Chaque point de vue a une chronologie, une histoire, un arc narratif. Okay. D'accord. Et puis, je vais alterner ces points de vue pour l'intérêt du lecteur. Parce que si tu lis 5 chapitres selon le point de vue de mon héroïne, tu es en train de te demander mais qu'est-ce qui se passe en fait de l'autre côté, du côté de l'autre héros, de l'autre personnage, pourquoi ça avance pas de ce côté-là, est-ce qu'il se prépare quelque chose? Et donc tu te dis bon bah je vais peut-être faire un chapitre de l'un, 2 chapitres de l'autre, tu vois, tu les répartis. Oui, alors ça, les deux peuvent se justifier. Bon, là, quand on a 2, ça va assez simplement. Ouais. Quand on a 5, il faut bien suivre les choses. Et en plus de ça, quand tu es dans un policier, il y a un côté chronologique qui est important pour la découverte des indices, etc. Et du coup, peut-être que, emporté dans mon premier jet, je vais écrire 3 scènes à la suite qui concernent mon héroïne, et puis il se passe quelque chose en même temps sur un second personnage, et du point de vue de la cohérence narrative et du point de vue du lecteur, c'est plus intéressant de déplacer cette scène finalement entre 2 chapitres de mon héroïne pour pouvoir le faire. Donc, et tout ça, je ne le prévois pas au moment où j'écris. Au moment où j'écris, comme j'écris très vite mon premier jet, ben, ça sort comme ça sort.
Donc j'ai besoin après de les redéplacer, de les caler. Et après, il y a un côté, je vais refaire une passe d'analyse où je me dis, oh là là, là ça fait 3 chapitres qu'on a des descriptions, il se passe rien, ou c'est de l'infodumping. On apprend ce qui se passe, etc. Puis c'est pas super intéressant, c'est vraiment ennuyeux du point de vue du lecteur. Ok, je vais glisser une scène d'action avant. Donc voilà, ce genre de choses, je le décide au moment de l'édition de mon texte, donc après mon premier jet. Et donc j'ai besoin beaucoup, moi, de déplacer les morceaux de texte et les scènes. Et là, Scrivener, il devient très très utile. Et puis l'autre côté, c'est ce que je te racontais, j'en avais de partout. Mes images de référence, mes mood boards. Mais je fais des castings pour mes personnages. J'aime bien avoir une idée physique. Donc, tel personnage va ressembler à telle actrice ou telle journaliste que j'ai vue. Je lui fais un screenshot et puis elle va dans sa fiche personnage. Et Scrivener rassemble tout ça au même endroit, dans un même lieu sur mon ordinateur. J'ai un seul truc à ouvrir et boum, j'ai toutes mes références. D'accord, Donc moi, j'y vois beaucoup d'intérêt. Puis après, il y a encore... c'est une usine à gaz, en vrai, Scrivener. Tu peux vraiment développer beaucoup de choses, mettre des tags, afficher qu'un fil narratif. Donc tu vois s'il est cohérent. Alors que dans l'histoire du roman, au final, tu as interverti un personnage tous les 3 chapitres ou des choses comme ça. Et des fois, c'est dur de suivre la chronologie. Donc il y a plein d'avantages de ce point de vue-là. Par contre, il y a cet effet rebutant que quand tu l'ouvres, on dirait un logiciel de montage. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et du coup, ça perd parfois les gens. Alors que Word, tu l'ouvres, tu as un traitement de texte, point barre. Et t'écris ton texte. Voilà, après, c'est sûr que toi, t'es un geek, comme tu l'as dit. Moi qui suis pas tellement féru de logiciels compliqués. C'est vrai que d'ailleurs, je crois que tu me l'avais montré, ton Scrivener, et je me suis dit... Pas pour moi. Non, mais pas pour moi, mais si effectivement, enfin, ce que tu expliques est très intéressant parce que tu expliques pourquoi tu l'utilises dans la pratique par rapport à ton écriture, par rapport à ton genre. On est vraiment dans l'artisanat. Ouais, et ça fait sens. Et ça fait sens. Moi, c'est vrai que je te dis, moi, le simple fait de changer de chapitre, de mettre un chapitre intercalé, pas à la place... Enfin, tu déplaces pas les choses. Je déplace pas les choses parce que généralement, même quand j'ai des points de vue, enfin en tout cas dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, même quand j'ai plusieurs points de vue et ça m'arrive, il y a de toute façon des interrelations dans la trame qui font que au chapitre 2, je vais mentionner quelque chose qui va être important pour le chapitre 3. Même si c'est pas le même point de vue narratif. Donc après, je peux pas bouger cet ordre. En fait, parce que si je mets le chapitre 3, enfin 2 et 3, c'est un petit peu... non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais si j'intervertis et que je mets le chapitre 3 d'abord, même si c'est pas le même point de vue de personnage, ça n'a plus de sens. Donc, c'est aussi dans la manière d'écrire. Alors, d'accord. Et puis, tu as mentionné, alors tu as rajouté dans tout ce qu'on a... quand on a préparé, des choses que je connais pas, Ion Timeline et Obsidian. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, si Scrivener est l'endroit où je rassemble tout, au moment où je vais faire l'écriture et l'édition de mon texte, les autres outils que j'ai cités là servent plutôt à préparer les choses. Ion Timeline est un outil qui porte bien son nom, qui te crée une ligne de temps sur laquelle tu peux insérer des événements. D'accord. Et puis, tu as une représentation très graphique de qu'est-ce qui se passe quand. Tel indice est découvert, on a laissé un flingue dans le tiroir à 18h04 à telle date, et il sera découvert par le flic 3 jours plus tard, à telle heure, etc. Et ça te permet de ne pas te croiser les pinceaux et de laisser un flingue dans un tiroir que personne ne va découvrir en fin de roman. Et c'est très perturbant pour ton lecteur parce qu'il se dit, mais si tu m'en parles au début, c'est que tu vas t'en servir. Donc, le fusil de Tchekhov. Exactement. Donc, alors, je prends cette image à dessin. Mais donc, ça sert à ça. C'est pas utile à tout le monde. C'est un peu l'équivalent de ce que je traduirais ça par le grand mur de post-it avec une frise chronologique et tu mets tes post-it dans l'ordre. C'est ça, mais d'un point de vue logiciel. L'avantage, alors il y a cette représentation graphique, il y a un côté usine à gaz aussi, tu peux vraiment le configurer comme tu veux.
Mais si tu écris une grande fresque historique, ben, tu vois beaucoup plus de sens à utiliser ce genre d'outils pour... Alors carrément. Ouais, ça, tu vois, là, ça me parle beaucoup plus. On mettra les références des outils Absolument. dans les notes de l'épisode. Et- On précise aussi qu'on n'a pas, on n'est pas sponsorisé par Absolument tous pas, ces c'est logiciels. C'est vraiment des ce qu'on trucs qu'on utilise, utilise. ce qu'on utilise pour de vrai, hein, parce que L'autre avantage des on-timeline, c'est qu'il peut faire un export de cette chronologie vers des outils comme Scrivener. Et quand tu l'importes après dans Scrivener, ça te crée carrément tes chapitres avec les événements. d'accord. Alors, tu t'en sers ou pas, mais tu as un truc séquentiel avec Oui, bah qu'est-ce qui après se passe tu peux quand. reprendre. Et puis justement, comme c'est Scrivener, tu peux rebouger les choses, etc. Oui, mais effectivement, alors pour ceux qui écrivent de l'historique, je pense que ça peut, là, ça fait vraiment sens. Et puis pour pas oublier des choses en route, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, Ouais. alors, pour illustrer mon utilisation de ce logiciel, je m'en suis beaucoup servi, par exemple, sur Le Reflet des Étoiles, où les événements représentés dans le livre s'étalent sur un peu moins d'une année, Mhm. mais toutes les références pendant cette année, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passe pendant ou après, ça s'étale sur 250 ans. Donc d'un point de vue auteur, d'un point de vue artisanat, j'avais besoin vraiment d'événements marqués. Il y avait une guerre à telle époque qui a duré tant Oui. d'années. Mhm. On a découvert un certain mode de propulsion des fusées ou des vaisseaux spatiaux de mon roman de science-fiction. C'était à telle année, puis après il a été développé. Parce que tout ça a un impact sur l'histoire sûr. que je développe. Et du coup, j'avais besoin d'une représentation visuelle. Alors il y a aussi le papier et le crayon, ça marche très bien. Ah bah moi, c'est ce que j'ai fait pour La Dormeuse, où Voilà. effectivement, je suis sur aussi des lignes temporelles. Ou Benjamin, tu as aussi des lignes temporelles qui se croisent, donc... Oui, mais Benjamin est un peu moins compliqué parce qu'il n'y en a que 2. C'est vrai que Benjamin, il oscille entre maintenant et la Seconde Guerre mondiale, tandis que Oui, La puis Dormeuse, on est dans... Ça part dans tous les sens. Ouais, Ouais. il y a au moins 3 lignes temporelles différentes, voire un peu plus. Donc c'est... Mais je ne connaissais pas cet outil. Moi j'ai fait papier. Et si alors, papier marche très Ouais, bien, encore ouais. une fois. Et des fois, c'est même mieux parce que l'outil, il a cette limite, c'est qu'à l'écran, on affiche qu'un certain Alors, nombre c'est d'informations à la fois. Bon, après, tu me diras, papier, t'es sur Mais- des pages de carnet aussi, hein, ou alors Moi- tu sors un grand truc sur ton Bah, mémoire. c'est ce que j'ai encore fait. Une fois mais- que j'ai rentré toute ma timeline, toute ma ligne de temps avec les événements, en fait, tu peux l'exporter dans un PDF et puis l'imprimer sur plusieurs feuilles que j'affichais après sur mon grand tableau blanc. On revient sur des trucs analogiques. Mais C'est ça me vrai, permet... finalement, à la fin, on imprime le Mais machin. ça me permet d'avoir une visualisation en un coup d'œil du truc. Ouais, puis c'est propre, quoi. Ouais, Et puis tu peux c'est choisir intéressant. des couleurs selon le personnage que tu regardes ou bien la ligne de temps. Tu as la ligne historique, tu as la ligne des découvertes scientifiques, enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc il est pas mal pour ça. Oui, alors bon, ça correspond à un certain type d'esprit et de manière de fonctionnement, à un certain type de cerveau, je pense. C'est pas... il y a vraiment... on voit que aussi, tu as quand même une base scientifique. Et puis, J'ai prévenu que j'étais un peu geek. Oui, sur les bords mais, et au centre aussi. Mais voilà, bon, après, rien d'obligatoire. Et Obsidian? Obsidian est un logiciel de prise de notes à la base. Un carnet, quoi. Un carnet de notes numérique qui prend que du texte. D'accord. Mais il a le gros avantage d'avoir des liens croisés. C'est-à-dire que si je crée une note sur... J'allais spoiler mon propre roman, donc je vais pas le faire. Ouf, on est passé à ça du drame. Si je prends une note sur une arme spécifique, j'ai un de mes flics qui utilise un Beretta 92R par exemple. Okay. Mhm. Bon, il y a une scène d'action, il va vider son chargeur, j'ai besoin de savoir combien il y a de balles dans ce chargeur. C'est perso, la plupart des lecteurs vont s'en foutre, mais moi j'aime bien. Non, je trouve que c'est important d'aller dans le détail. C'est le syndrome Lucky Luke où il y a une bataille et puis dans son chargeur 6 coups, mais il vient de tirer 28 balles. C'est ça. Voilà, bon. Mais moi ça me dérange, donc Oui. j'ai une note sur le Beretta 92R. Ok. Et puis, 3 romans plus tard, j'utilise un autre Beretta, un autre modèle pour un autre flic. Je vais croiser ces 2 notes avec le nom Beretta. Et donc, dans mon logiciel Obsidian, je vais avoir une note qui se crée automatiquement parce que j'ai utilisé Beretta dans les 2 notes différentes. Et j'ai une représentation graphique de toutes mes notes et de leurs liens.
Alors, ça a l'air con sur mes notes, Beretta, etc. Mais par contre, Pas con, mais là, je vois moins l'intérêt, à part la grande satisfaction de te dire j'ai utilisé Beretta aux deux endroits, mais ce qui est indiscutablement une satisfaction. non, l'idée, c'est que à force d'avoir des notes, plein de notes quelque part, tu as une sorte de wiki personnel au lieu d'aller Ouais. sur Google, etc. Et moi, je vais d'abord là-dedans et je vois quand j'ai utilisé quoi, D'accord, je comprends. pourquoi, etc. Ce genre de choses. Alors, ce qui fait sens aussi, peut-être davantage quand tu écris pas comme moi dans 8000 genres différents, où de toute façon tes notes vont probablement pas se croiser, Ouais, parce que toi, tu es quand même... Bon, en fait, tu écris dans plusieurs genres. j'écris mais dans plusieurs genres, mais avec il y a- une certaine prédilection pour le policier, le Oui. thriller, où vont venir évidemment ce type d'informations. Et je pense que dans ton vaisseau spatial, il y a moins souvent des Beretta, quoique. il faut que je remercie par exemple Nicolas Feuze, parce que son dernier roman, il y a beaucoup de références au système judiciaire suisse, aux différentes brigades, à ce genre de choses. Ouais. J'ai pris une tonne de notes là-dessus. Je les ai croisées parce que ça me permet, du coup, quand je cherche, je sais pas, la brigade qui s'occupe des forcenés en Suisse, alors selon le canton, elle va être très différente. Si tu es en Oui, France, tu as alors le ça, faut faire GIGN, le attention GIPN, quand puis on, c'est marre, quoi. vrai que, Quand on est en Suisse, à Fribourg, c'est le groupe d'intervention, mais à Neuchâtel, il va s'appeler autrement, et puis à Sion, il va s'appeler encore autrement. tout à fait. Et donc, quand tu écris un truc un peu local et que tu veux un groupe d'intervention de la police un peu spécialisé dans ce genre de choses, prise d'otages, etc., bah, tu utilises le bon, quoi. Clairement. Donc voilà, merci Nicolas Feuze, j'ai Voilà. beaucoup appris sur ces trucs-là, beaucoup pris de notes. Et Bon, alors après, si tu situes ton intrigue policière sur Neuchâtel, tu vas faire de l'ombre à Nicolas, ça ne va pas du tout. c'est pas mon but, parce que je connais pas bien Neuchâtel. Non, mais tu vois, c'est un autre exemple. Oui, mais sur Fribourg. Oui, tout à fait. Je vois. En fait, et puis, tu peux aussi, moi je m'en sers aussi pour prendre des notes très personnelles sur avec mon TDA, je m'intéresse à beaucoup de choses. Ça va de la philosophie au sens de la vie, aux dernières découvertes scientifiques, etc. Dès qu'un truc il éveille un peu ma curiosité, je vais prendre des notes, ça me permet aussi de les comprendre. Moi j'écris aussi pour comprendre. Et du coup, avec ces références-là, c'est ce que on a parlé de cet épisode sur comment on trouve nos idées, etc., de la collision des idées. Et en fait, c'est ça que j'utilise aussi. C'est-à-dire parfois, je vais relire mes notes, et c'est un peu comme quand tu es sur Internet et que tu suis un lien qui t'amène vers un autre lien, qui t'amène vers un autre lien. Mais là, c'est dans l'enceinte de mes notes, et ça me permet de faire des associations d'idées que j'aurais pas eu autrement. Parce qu'il y a une note que j'ai prise en 2010. Et puis quand je vais relire une note de 2024 qui fait un lien vers la note de 2010, j'aurais jamais fait ce lien tout seul dans ma tête, parce que c'est trop éloigné dans le temps. Donc ça me permet de faire ce genre de choses. Et puis alors là, c'est vraiment un avantage, alors que je vois, que tu soulignes, mais que je vais formuler d'une autre manière. Alors, parce que là, actuellement, je suis dans mes cartons, parce que je vais bientôt déménager. Et donc, j'ai un nombre effrayant de carnets. Enfin, je savais que j'en avais beaucoup, mais pas à ce point-là. T'as pas vu les miens. Ouais, mais alors écoute, quand tu remplis les cartons, tu dis ah ouais, on va prendre un deuxième carton, un gros carton. Et évidemment, avant de les mettre dans le carton, j'ai tendance à les feuilleter. Et je m'aperçois, c'est rigolo, et j'ai notamment trouvé des notes dans un carnet. Alors moi, c'est pas des notes annexes, c'est vraiment plus une ébauche de synopsis sur le 3e tome de ma nouvelle saga, que j'avais ébauché à l'écrit pour une raison qui m'échappe, parce que généralement je fais aussi mes ébauches sur informatique. J'ai dû l'ébaucher il y a je sais pas, peut-être 2 ans. J'avais totalement oublié que j'avais ébauché ça là. Et je ne vais pas tarder à me mettre dedans réellement dans l'écriture. Et j'étais super contente. Finalement, ça a du bon de déménager, parce que j'ai retrouvé cette note absolument par hasard. Et je me suis dit, faut pas que je réoublie qu'elle est dans le carnet numéro 18, etc. Donc, tandis qu'avec un logiciel comme ça, j'imagine que tu risques moins de perdre, même quand ça a été écrit. Tu mets le doigt sur ce qui m'a amené sur ce genre de logiciel. C'est-à-dire que moi, j'étais très carnet de notes. Enfin, je suis encore. Oui. J'en ai encore un là. En fait, dès que j'ai une petite idée, dès que j'ai un truc qui m'intéresse, une anecdote dans la rue, une conversation que je chope au bistrot, c'est noté dans un de mes carnets.
Et comme toi, j'ai quelques kilos maintenant Ouais. de carnet, parce que je fais ça depuis quelques années. Mhm. En tout cas, j'en ai depuis 99, des carnets comme ça. Ouais. Probablement que j'en ai donc ça, perdu. Et finalement, si tu vas pas feuilleter ces carnets, ces notes sont perdues, elles servent pas à grand-chose. C'est ça. À part le carnet en cours. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à les feuilleter et retranscrire dans des logiciels comme ça, dans des fichiers texte. En fait, c'est une suite de fichiers texte. Ce logiciel, il fait juste que de les relier entre eux, mais c'est une suite de fichiers texte. Et du coup, ça me permet de les relire de temps en temps et de faire ce système que moi j'appelle la collision des idées, qui m'en apporte une troisième idée, ou de faire des mix, des remixes. C'est ce qui génère chez moi des concepts et de l'excitation pour un nouveau projet. Ouais, mais effectivement, c'est pas mal. Bon, après, moi, je suis un peu une inconditionnelle du carnet joli et du carnet joli. Donc, parce que ça compte quand même. Un joli carnet, un joli stylo. Donc, je pense que tu n'arriveras pas à me convaincre totalement de tout convertir en virtuel. Mais d'ailleurs, toi, tu as les deux finalement. Donc, moi, est-ce que c'est un autre trait commun des écrivains, mais d'avoir des carnets. Moi, les stylos plumes, les carnets avec du beau papier et les couvertures cuir, des trucs comme ça. La papeterie, j'adore. Bah oui, moi aussi. Alors moi, c'est plus girly. Donc moi, c'est des chats, des fleurs, des trucs. Oui, bah voilà, toi, c'est des petits... Bah voilà, moi... Oula, ça y est, le son, c'est fini. Vos oreilles sont... Voilà, des fleurs. Et puis, c'est choupi. Mais oui, c'est choupi. Et bon. puis, des fleurs sur le stylo plume. Joli. Voilà. Pinterest. Alors, ouais, on est dans la catégorie... Préparation. Ouais. Préparation moodboard. Ouais, environnement. Casting de personnages, j'en ai un peu parlé aussi. Tu t'en sers beaucoup de Pinterest ? J'ai eu une espèce de période où je me suis dit, oh, c'est chouette, mais aussi pour la même raison que j'ai des carnets avec des jolies couvertures. Je trouvais ça beau. Moi, je suis pas mal sur les réseaux sociaux et il y a pas mal d'auteurs qui partagent leur mood board. J'essaye de franciser le terme. Carnet d'humeur ? Ouais, bon, on va rester sur mood board. Bon, enfin, mood board, je pense que tout le monde a compris un petit peu ce que c'est. Quoi. C'est des images, un ensemble d'images qui permet de donner l'atmosphère, l'atmosphère d'un roman avec des images qui figurent, sinon les lieux réels, du moins un petit peu ce qu'on veut transcrire, avec également l'aspect physique aussi des personnages, par exemple. Voir des choses un peu métaphoriques pour parler des thèmes du roman. Je trouvais ça très chouette parce que c'est esthétique et parce que sur Instagram, il y avait moins maintenant, je pense, mais il y a une époque où c'était un peu la grande mode de faire ces moodboards, etc. Et puis, je me suis dit, oh, je vais faire ça, c'est super. Et puis, j'ai commencé un petit peu à faire ça. Ça m'a pris des plombes pour trouver une ou deux images qui ne correspondaient pas plus que ça. Et puis, ça m'a gonflé, en fait, parce que ça m'a pris du temps et ça ne sert à rien. Donc, je le fais pas. T'es pas j'ai visuel ? laissé tomber. Mais, alors, pas pour l'écriture, en fait. J'ai pas besoin... moi, je vois dans ma tête. Ah, donc t'es visuel. Oui, mais je suis visuelle, oui et non. C'est-à-dire que paradoxalement, j'aime pas qu'on m'impose une image. Ah, mais c'est pas du tout l'idée de la moodboard. Non, mais dans le physique, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui rentre quand même dans dans le moodboard si on veut, mais je parle par rapport effectivement plus au physique et au personnage. J'ai un petit peu de mal... Je pense notamment, il y a un auteur qui est d'ailleurs un ami, on est bien en lien sur les réseaux, etc., qui, lui, fonctionne tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire que ses héros, il s'est inspiré notamment d'un chanteur qu'il aime beaucoup, et donc il y a la photo de ce chanteur il fait des moodboards sur Insta, il y a la photo du chanteur, et ce chanteur, c'est son héros. Et pour moi, j'arrive pas, il faut que ce soit généré à partir pas de rien, mais si c'est la photo du chanteur, ça reste le chanteur pour moi. Donc, en cela, je suis probablement visuelle, mais partiellement.
Alors après, il Mais faut distinguer. là, tu Est-ce parles de que- casting, c'est différent. Oui. La mood board, tu vas avoir. C'est beaucoup utilisé par les auteurs de fantasy, les auteurs d'historique. Tu vois, d'avoir une image de comment était telle rue en 1940 quelque chose, comment les gens s'habillaient. Oui. C'est ça la mood board. Et puis alors, elle a deux fonctions. Excuse-moi, je te coupe, mais parce que c'est quelque chose qui me vient et selon, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'on parle de mood board pour toi et pour poser le décor et le contexte et l'atmosphère de ton roman, ou est-ce qu'on en parle plus en aval quand tu es dans ton cadre de ta promo, où tu fais un mood board pour montrer à tes futurs lecteurs et aux gens qui te suivent, un petit peu pour les plonger dans l'ambiance de ton roman à paraître d'une manière un peu teasing. Et ça, je l'utiliserais si je devais, et encore une fois, je crois que je ne le ferai pas parce que je ne suis pas très douée pour ça et c'est trop de travail, mais je le ferai plus dans ce cadre-là. Ok. Pour moi-même, je n'aurais pas besoin, tu vois. Mhm. Je sais pas toi. Moi, c'est l'inverse. Bon, mais j'aime bien quand on n'est pas d'accord. Ça nous arrive quand même de temps en temps. Heureusement, c'est pour ça qu'on avait dit on pourrait prendre le même pitch d'histoire et toi et moi, on aurait un roman très très différent. Totalement différent. Et c'est vrai pour tous les auteurs. Oui. Alors, mood board, pour moi, c'est vraiment ça, plus la musique, plus parfois des scènes très particulières dans certains films. Donc ce côté très visuel, ça va influencer l'ambiance que je mets dans ma scène à moi que j'écris. C'est dans ce sens-là que j'utilise le casting. C'est une idée vague de mon personnage, mais je le décris pas au millimètre près comme je vois l'image, parce que c'est une vraie personne. J'ai ce même besoin de distance par rapport à une personne qui existe que tu as. Par contre, utiliser ça pour faire de la promo, non. Pas pour moi, parce que j'aime bien l'idée, enfin c'est la puissance pour moi du texte, c'est qu'une grosse part du travail et de l'imagination, il est fait par le lecteur. Mais alors, on se rejoint tout à fait. Donc si tu commences à mettre en couverture le portrait du héros ou de l'héroïne, moi ça me gâche un peu le truc. Ouais. Alors je pense encore une fois qu'il faut sans doute nuancer, Oui, il me semble, entre le casting personnage qui... Je suis d'accord avec toi, à mon avis, impose trop un physique et empêche le lecteur de se projeter avec son propre imaginaire et des photos des lieux, comme tu disais, sur telle rue qui se passe, telle action qui se passe dans une rue en 1940, montrer la rue, ça peut être quelque chose de chouette. On est dans un truc différent, parce que là, on repose aussi sur une réalité dans cet exemple. Mon casting, c'est comme mon premier jet, personne ne le voit. Mm-hmm. Oui, mais moi j'aurais tendance effectivement à penser la même chose. Bon, on est d'accord finalement. Alors voilà. Et tu utilises Pinterest ou pas? Ça dépend des projets. D'accord. Je me rends compte que je n'utilise pas pour le policier, par exemple. Mais c'est un Pinterest privé du coup. Ah oui. Toutes mes boards sont privées, oui. D'accord. Mais par contre, j'ai tendance à raconter ma vie, moi, sur les réseaux pour sociaux. Timekeepers, par exemple, j'ai beaucoup fait de recherches pour le tome 2. Il y a une grosse partie qui se passe au Cambodge, dans les ruines Khmer, ce genre de choses. J'avais besoin de beaucoup d'images, donc j'ai trouvé des choses comme ça. J'ai trouvé des choses de représentation des divinités de l'époque de l'Empire Khmer, des représentations de tablettes en sanskrit. Et tu te alors, parce que je te coupe, mais c'est intéressant dans réellement ta phase d'écriture. Avant, par exemple, d'écrire un chapitre, tu vas regarder ton dossier d'images et tu t'immerges? Non, si j'ai besoin de décrire un certain objet, et qui est un assemblage de 3 trucs que j'ai trouvés et que je vais classer dans Pinterest, je vais aller voir. Oui, d'accord. Ok. Mais c'est pas une... je veux dire, là, ça va être vraiment sur... Le travail de faire la recherche suffit. Oui, c'est l'impression... C'est ce que je voulais te dire. Je vais y retourner vraiment que si... c'était comment ces ruines cassées, là, etc. À ce moment-là, j'y retourne, je regarde comment c'est fait. Mais sinon, non, c'est plutôt lors de la phase de recherche que je m'en sers. Oui. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Alors, je suis en train de regarder. Alors, on a mis post-it, évidemment, et on en a parlé. On en a parlé du carnet. Est-ce que tu as un grand tableau blanc
Où tu mets des post-it, Non? J'ai plein de post-it très jolis avec des chats dessus. Voilà, au cas où il y a un doute. Alors, j'ai des tas de post-it. Et alors, à une période, je me servais pas mal des post-it qui ont l'inconvénient qu'ils arrêtent de coller et que tu les perds. Donc, je préfère maintenant l'option carnet, où tu les perds moins parce que les feuilles, elles sont accrochées ensemble. Attention, révolution, moi je mets des post-it dans mes carnets. Oui, mais tu sais, j'ai honte, j'ai fait ça aussi déjà. Et après, je me suis dit, non mais arrête, c'est pas joli. Donc, j'ai réécrit ce que j'avais écrit sur le post-it sur un carnet. Ouais, non, on est un peu pathologique quand même quand on y réfléchit. Moi, il faut que je te montre mon bureau d'écriture. J'ai un tableau blanc immense qui fait 2,50 m de large. Et où tu écris plein de machins compulsivement? Non, j'ai mon projet en cours avec son découpage en actes et en arc narratif. Ah mais si, mais tu l'as montré, on l'a même partagé sur le réseau, Alors voilà. sur le mur de du Haut du Plume. Vous pouvez aller voir sur notre mur Instagram. On te voit en train de montrer ton truc. En fait, j'utilise ça quand j'ai besoin d'avoir une vision, une vue d'avion de mon projet. Oui. Oui, mais on revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport effectivement au logiciel dont j'ai le timeline et puis l'autre. Et un timeline. Tu as besoin d'avoir une vision un peu globale. Donc, donc finalement, tu as les outils virtuels, mais tu as aussi ton tableau blanc où tu écris des trucs dessus, quoi. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de... Et puis en plus, ça va fluctuer en fonction du temps. Je te décris là où j'en suis maintenant. Dans 2 ans, ça sera sur autre chose. Scrivener, par exemple, m'embêtait beaucoup à un moment donné. Par son côté usine à gaz, même si on peut très bien le régler pour que ça soit un truc très minimaliste où tu n'as que ton curseur et le texte qui apparaît. Et du coup, il y a eu toute une période où j'ai cherché à m'en éloigner, à avoir des logiciels plus simples comme Ulysse ou IA Writer. Que je connais pas. Que tu connais pas, mais qui sont des outils très simples à base de fichiers point texte. Il n'y a même pas de formatage. Tu peux pas faire du gras, de l'italique, etc. Oui. Tu n'as que du texte qui s'affiche. Ouais, alors moi, c'est presque quelque chose comme qui une machine à écrire. m'embêterait en revanche, parce que moi j'aime bien. J'entendais un podcast l'autre jour, je ne sais plus lequel, j'avoue, mais où c'était intéressant parce que les écrivains comparaient leur manière d'écrire, de formater ou de ne pas formater le texte, justement, quand ils sont dans la phase d'écriture. Et de faire un truc pas justifié, pas de paragraphe. Je pense que c'est très important, en fait. De quoi? De ne pas le formater ou de le formater? Non, que visuellement, le texte soit différent du moment où tu écris ton texte et du moment où tu fais de la correction, par exemple. Oui, alors ça permet, parce que ça permet de voir les fautes, c'est ce que Oui. tu veux dire, n'est-ce pas? Alors ça, oui. En revanche, non, je suis complètement d'accord. Et puis, ne serait-ce que de changer la mise en page, Plus je m'approche d'une version finale, plus ça ressemble à comment le texte sera dans le livre publié. Oui. Tu vois, mes dernières passes de correction, c'est sur du Times New Roman, exactement paginé comme je vais l'avoir dans le bouquin, etc., si c'est possible. Et mes premières versions, c'est des polices à espacement fixe, c'est du courrier ou comme une machine à écrire. Quand même. Comique est banni de... Oui, non, quand même, non, ne faites pas ça. Non, mais il y en a qui le font en plus, justement, qui le font pour ce que tu dis, oui. Pour justement après quand on passe sur une autre police, pour qu'il y ait des il y a un intérêt cognitif aussi, c'est ouais. que tu mets ton chapeau d'écrivain et après tu mets ton chapeau de correcteur-éditeur et ça doit pas être le même chapeau. Et si tu... Ouais, mais après... Mais parce que toi, tu corriges au fur et à mesure. Ouais, mais moi j'ai plein de chapeaux, comme on le sait. Non, mais tu les mets en même temps. Oui, je les mets en même temps. Dans ce cadre-là. Et moi, je te dis juste comment moi je fonctionne. Ouais. Non, et puis moi, il y a toujours ce côté, j'aime bien quand c'est propre. Oui. Et j'aime bien, même quand je démarre, la première chose que je fais quand j'ouvre un nouveau fichier, donc sur Word, puisque moi je suis sur Word, c'est que je prépare ma mise en forme et mon paragraphe, mes paragraphes. Donc je fais mes alinéas, je fais mon écartement, je justifie mon texte avant même de commencer. Et je déteste écrire réellement, quand je suis dans mon premier jet, il faut que ce soit propre, quoi.
Mais bon, après, ça, c'est des petites maniaqueries Probablement, oui. personnelles. Ça veut dire que tu pourrais pas écrire à la main? Alors, c'est un autre problème, dans le sens où, pourquoi pas, je le fais quelquefois, et je le fais notamment en atelier d'écriture, parce que dans les ateliers d'écriture que j'anime, il y a certains exercices qui sont collectifs. Donc, en fait, on écrit à la main, et puis on commence une histoire, et puis après, c'est la personne suivante qui va poursuivre l'histoire. Donc, par définition, tu peux pas le faire sur l'ordinateur. Et au tout début, j'écrivais aussi à la main, parce que la plupart de mes participantes écrivent à la main. Et je me heurte à un problème simple, c'est que je tape plus vite que je n'écris à la main. Ouais. Et du coup, j'ai mes idées qui sont déjà très en avance, et le temps que j'écrive ma phrase, c'est extrêmement frustrant, parce que j'ai 3 phrases dans ma tête que je dois donc retenir en écrivant la première. Et pour ça, je n'écris pas à la main. Mais je peux, mais c'est pas satisfaisant pour moi. Il y a 2 façons de voir, hein, justement, par rapport à ce problème. C'est que ça peut justement... Ça fait 3 fois, justement. Oui, j'ai noté, mais je vais te faire un petit signe. C'est gentil, sur mes tics verbaux, pardon, chers auditeurs. Le côté, je cherche par quel bout je l'aborde. Certains auteurs écrivent à la main, comme le plus connu de moi, c'est Neil Gaiman. Ah oui, je savais pas. Il écrit dans des carnets à la main, et sa raison pour le faire, c'est que justement ça ralentit son flux de pensée. Et donc ça augmente, selon lui, la qualité de son texte. Pour être très très résumé et simpliste. D'accord. Ça me parle beaucoup à cause de ce côté TDA, c'est-à-dire comme toi, j'ai 3 idées, 4 phrases d'avance au moment où j'écris. Je tape très vite, on s'entend. Je tape à peu près à 60 mots par minute. Sur un clavier QWERTY pour les Suisses. Je sais, mais est-ce que je t'ai dit que j'étais un gros geek? Non, mais bon, bref, continue. Il faut 1 heure pour faire 1500 mots. Chronométrer ton truc. Non, mais c'est à force de faire des choses et de regarder combien de temps ça m'a pris ou faire quoi. Oui, non, mais remarque, je me moque, mais je crois que je l'ai fait avec mon fils une fois où on s'est mis à frénétiquement taper des mots. Bon, il y a des concours de vitesse d'écriture. Les plus rapides, ils tapent 150 mots minute. Donc tu vois qu'on en est loin aussi. Hein. Mais, donc, ah bah oui, je pense. Donc les dactylos, c'est 70-80 mots minute. Avec très peu de fautes. Les secrétaires dactylographes. Ouais. Bon, moi, je suis à 60 mots par minute quand ça va bien. Et puis, ici, je suis en train de chercher mes mots, c'est 20, hein, comme tout le monde. Mais par contre, c'est toujours plus rapide qu'à la main. Et comme je suis déjà en train de penser la phrase suivante, etc., apparemment, ça dégrade un peu la qualité de mon texte. Et peut-être qu'il a raison, mais moi, j'ai pas la force, j'ai pas il y a ce côté frustrant que tu as décrit qui est très présent aussi. Ah oui. D'attendre, etc. Et du coup, je sais qu'il y a certaines scènes de totem que j'ai écrites sur des carnets, ce qui était plus parce que j'avais que ça au moment où l'idée me venait. Et c'était douloureux dans les 2 sens. C'est douloureux. À la fois dans les doigts. Exactement le terme. Et pour sortir le texte. Et de toute façon, après, tu le réécris. Donc voilà, mais ça se discute et les 2 sont recevables pour moi. Oui, bon, après, si t'es sur une île sans électricité, mais je m'aperçois que dans les situations où j'ai été, non pas sur une île, mais dans un contexte où je me suis dit, bon, je sais pas, à la plage ou comme ça, vu qu'on est écrivain 100% du temps, hein, donc je me dis, bon, je vais peut-être écrire, mais je vais pas emmener mon ordinateur à la plage pour beaucoup de raisons raisonnables. Et des raisons raisonnables? Non. Ça existe. Justement. Voilà. Désolée, c'est le matin. Je ne sais pas si ça justifie cette pauvreté de vocabulaire, mais peu importe. Donc, je n'emmène pas mon ordinateur à la plage. Et je me suis dit, je vais prendre un carnet. Et puis, si tout à coup, j'ai une idée fulgurante ou une envie d'écrire mon roman, un nouveau roman, quelque chose, j'aurai mon carnet. Et en pratique, je ne le fais pas. Parce que même si j'ai effectivement envie d'écrire quelque chose, je n'ai pas envie d'écrire à la main. Donc, je pense que c'est après des habitudes. Mais Neil Gaiman peut faire comme il veut. On est des petites choses, les auteurs. On a plein de petites cérémonies, trucs très perso. Je voulais aussi parler, je l'avais noté, d'une appli que j'ai vu passer.
J'allais y venir. Novelliste? Oui, novelliste. Alors, c'est une auteure que je suis aussi sur les réseaux, qui en a parlé il y a quelque temps, et elle a expliqué qu'elle avait trouvé cette appli. C'est une appli sur téléphone, qu'elle avait écrit son nouveau roman là-dessus. Et alors moi, je suis pas geek comme toi, mais quand il y a des nouvelles idées en matière d'écriture, je vais voir. Donc j'ai téléchargé l'appli, j'ai regardé un petit peu, et il me semble que le fonctionnement, c'est à peu près ce que tu décrivais sur Scrivener tout à l'heure, c'est-à-dire que tu écris scène par scène, et chaque scène, après tu peux les intercaler, bouger, les bricoler, les bouger. Alors comme je suis pas très douée, j'ai pas complètement compris totalement comment les bouger, donc ça m'a vite gonflé. Et au-delà de ça, le concept d'écrire sur son téléphone, d'écrire un roman entier sur son téléphone, j'avoue que moi je pourrais pas, ne serait-ce que parce qu'il y a mon correcteur automatique qui me modifie des mots en permanence, et que les fautes de frappe, etc. Que tu Mais peux désactiver. Oui, je sais, mais c'est pratique aussi. Moi, je suis dans une perpétuelle ambivalence. C'est l'histoire de ma vie. Mais t'as déjà essayé d'écrire des textes de fiction sur ton téléphone? Juste, voilà, c'est dit en passant. Oui, c'est très... Alors, Voilà. très constructif ce que je viens de dire. Oui, je l'ai déjà fait. Ça met du suspense. Mon problème de TDA, il est encore pire sur un téléphone. Le truc, il sonne tout le temps, il y a plein de notifs, etc. Donc, tu peux mettre en mode avion. exactement. La seule façon où j'ai réussi à le faire, c'est effectivement en mode avion. Et Scrivener existe sur mon téléphone. Ah, moi, je savais même pas. Et que donc, ça existait. Oui, bon, il me faut un clavier c'est externe, logique. par contre. Oui, c'est ça. Tape toucher, c'est très compliqué. Ouais. Par contre, le téléphone, il est très bon pour retranscrire de l'audio. C'est-à-dire que tu peux dicter, et il fait moins en moins d'erreurs, puis il apprend au fur et à mesure que tu le fais, ta façon de parler. Je sais qu'il y a plein de personnes qui utilisent ça, et c'est encore plus rapide que de taper, selon comment tu parles et à quelle vitesse tu parles. Alors ça, effectivement, moi je l'avais noté également, parce que j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps une appli en me disant justement, il y a plein de moments où je pourrais dicter à mon téléphone des histoires en Il n'y a pas voiture. besoin d'application, c'est dans le système iOS en l'occurrence, mais c'est dans le système Android aussi. À Alors, côté de ton clavier, il y a un micro. Oui, mais du coup ça enregistre où? Dans les notes? Ça enregistre dans l'application qui est ouverte. Donc si c'est ton application de notes, ça sera là-dedans. Si c'est dans un SMS, ça sera là-dedans. Mais ça le transcrit pas. Si, directement. C'est là que je suis en train de me dire, bon, j'ai payé pour une application alors sur un truc qui existait déjà dans mon téléphone. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai exactement la même chose. Mais j'ai trouvé que ça fait quand même pas mal de fautes, et tu passes du temps après sur ton texte. C'est parce qu'il n'y a pas passé assez de temps, justement. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Ça Il apprend apprend. à ta prononciation au fur et à mesure que tu le fais, en tout cas pour les appareils Apple qu'on a, toi et moi. Il apprend au fur et à mesure ta façon de prononcer les choses. Et puis, je ne sais pas quel logiciel tu as acheté, mais le logiciel natif d'Apple, tu peux corriger au fur et à mesure que tu dictes. Donc si tu vois un mot qui est faux, tu peux lui dire de revenir en arrière, ou tu peux le faire sur le clavier, revenir en arrière et redire le mot, il reprend là où t'en étais, etc. Ça a beaucoup évolué. Donc D'accord. c'est assez simple maintenant d'utilisation. Oui, alors que moi, en fait, je l'ai utilisé qu'une seule fois, hein, mais en fait, c'était un peu différent, parce que je l'ai utilisé dans un contexte où je ne regardais pas mon téléphone. Donc j'ai parlé, pour ne rien cacher, je faisais du repassage. Et j'avais mon téléphone à côté, et j'ai parlé pendant peut-être, je sais pas, une demi-heure, sans regarder. Il m'enregistrait, et puis une fois que tu as terminé, tu appuies sur une touche et ça te retranscrit le C'est plus truc. le cas maintenant, il retranscrit au fur et à mesure que tu Bon, dictes. donc ouais, ça s'appelle Parole à texte. Je crois que c'est celui-là que j'avais pris. Bon, bah d'accord, bon, je vais essayer. Non, mais c'est bien, je savais que j'allais apprendre plein de trucs. Je te remonterai une Ouais. fois l'épisode est terminé. Alors, très bien. Oui, mais ça peut être quand même effectivement intéressant pour tous les moments où on a toutes ces idées qui débordent de notre tête, mais on n'a pas un clavier pour écrire. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Alors, après, là, c'est toi qui vas nous parler des sauvegardes. Les sauvegardes, c'est Voilà, super parce important. alors, les sauvegardes, moi, je fais partie Catherine, des est-ce gens que tu as qui- déjà perdu des textes?
Mais alors, tu vas te marrer. Alors, Non, je touche c'est pas immédiatement drôle. du bois partout. Non, non, mais j'allais dire, la seule époque où j'en ai perdu, c'est quand c'était des disquettes. C'est- Voilà, oui, j'ai connu cette époque. C'est dire d'où on vient. C'est dire d'où on vient. Alors, des disquettes où la disquette, tu la mets dans l'ordinateur et ça te lit on ne peut pas lire votre disquette. Et ça m'est arrivé aussi avec une clé USB où la même chose, l'ordinateur implacable te répète 10 fois non, votre truc est endommagé. Mais je l'avais déjà sauvegardé, donc je n'ai pas vraiment perdu. Qu'est-ce qui te fait croire que ça peut pas arriver avec le disque dans ton ordinateur? Mais j'ai le cloud. Non, mais je suis geek, mais j'ai quand même un cloud. Alors, c'est Ah, t'as bonne vu, là, je pratique. t'en bouche un coin, là, voilà, la VOC. C'est une bonne pratique. Parce qu'effectivement, si tu gardes tout dans ton ordinateur et que tu perds l'ordi, tu perds tout. C'est ça. Ouais, non, là, c'est le cauchemar. Je fais des cauchemars comme ça, des fois. J'ai fait un cauchemar l'autre jour où je rêvais que je perdais mon ordinateur. C'était horrible. Voilà, non, mais ça va Moi, mieux. j'ai déjà perdu des... Alors, ça, c'est une autre problématique avec le cloud. Selon comment c'est réglé, etc., tu peux perdre les 10 dernières minutes ou le dernier chapitre que tu es en train d'écrire. C'est de moins en moins vrai, c'est de plus en plus fiable, mais quand même, ça arrive. Il suffit qu'il soit en train de synchroniser au moment où tu dis « Hop, il faut vite que je parte ». Tu fermes l'ordi, le laptop, où il n'y a plus de batterie, boum, au moment de la synchro, etc. Et tu peux perdre des choses comme ça. Ça arrive. Des fois, évidemment que ça t'arrive au moment où c'était le meilleur texte de ta vie, qui serait digne du prix Nobel de littérature. C'est très très frustrant. Donc, et puis après, au-delà de nos textes, il y a toutes nos vies dans nos ordi, il y a nos photos, nos enfants, il y a plein de choses super importantes. Ouais. Donc, faire des sauvegardes, c'est hyper important. Alors, tu vas nous expliquer à nos auditeurs la règle du 3-2-1. C'est des règles de base. Alors, c'est inventé par les geeks, les informaticiens, pour assurer qu'on ait toujours une sauvegarde quelque part de nos objets numériques les plus importants. La règle du 3-2-1, c'est toujours avoir 3 copies de vos données. Donc, par exemple, tu écris ton texte sur ton ordi, ça te fait l'original, c'est une copie. D'accord. Et 2 copies différentes ailleurs. Donc, ça veut dire que si j'ai l'original sur mon ordinateur et une autre copie sur le cloud, comme moi je fais, c'est pas suffisant. Ça te fait déjà 2 et il en faudrait une 3e. Donc l'idée du 3-2-1, c'est 3 copies de vos données sur 2 types de supports différents. D'accord. Et au moins une copie qui est hors site. Alors le cloud, c'est hors site. Le cloud est hors site. Si tu as je suis sage, j'ai mon ordi, ça me fait une copie, je mets sur une clé USB, ça fait une 2e copie, et je mets sur un disque dur externe, ça me fait 3 copies. Que je stocke tout dans mon bureau et que j'ai un incendie à la maison, je perds les 3 copies. C'est l'idée du hors site. Donc, un dans ton ordi, un dans le cloud que tu peux récupérer ailleurs avec un autre ordi, et un sur un disque dur externe ou une clé USB, c'est une bonne pratique. Et après, évidemment qu'il y a la régularité de le faire. Si tu fais ça une fois tous les 3 mois, au pire, tu perds 3 mois de travail. Alors que si tu fais ça tous les jours, au pire, tu perds une journée de travail. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai un disque dur alors le cloud, externe, il le fait en permanence. Donc tu as au moins ça. Oui, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, mon défaut, c'est que je me dis, bon, de toute façon, c'est sur le cloud, donc je me tracasse pas, mais c'est peut-être insuffisant. En fait, tout dépend de comment tu accèdes à ce que tu appelles le cloud, qui, on le rappelle, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Par exemple, rien, moi, c'est le machin. Il te faut au minimum un mot de passe, une adresse email, et parfois même, et c'est de bonne pratique, un 2e item de sécurité, ce qu'on appelle un 2FA, Two-Factor Authentication, qui peut être généré par ton téléphone. C'est parfois un code sur ton téléphone, c'est parfois une clé physique, c'est parfois un code à rentrer. C'est pas ça. Ah si, il me demande en fait, parce que moi j'ai le machin d'Apple. Et donc j'ai mon identifiant, mon mot de passe, et quand je lui demande ça, il me dit est-ce que c'est bien toi ? Et puis donc, tu dois vérifier sur un autre outil Apple. Il m'envoie un texto, alors voilà, un texto avec un code, effectivement. Donc si ta maison brûle, je te le souhaite pas du tout. Ta maison brûle, dedans il y avait ton MacBook et ça brûlait fort, t'es pas sorti avec le téléphone, il y avait aussi le téléphone. Tu dis je vais récupérer tous mes textes en cours via le cloud, c'est pas grave. Sauf que tu n'as pas de téléphone. Tu peux pas avoir le 2e truc. C'est horrible. Tu vois ? Ah ouais.
Ah ouais, bon, d'accord, tu m'as convaincu. Donc, je rentre à la maison, il me faut un disque dur. Non, mais c'est vrai, blague à part, effectivement, vu comme ça. Donc le cloud, c'est super, mais il faut savoir que c'est pas ton ordi, que c'est l'ordi de quelqu'un d'autre. En général, alors tu parles d'Apple, ben c'est même pas stocké chez nous. C'est stocké, si on a un peu de chance, à Francfort ou bien en Irlande, etc. Donc, et au pire, probablement qu'il y a aussi une partie qui est stockée aux États-Unis. Donc il peut se passer n'importe quoi. Si on regarde nos amis ukrainiens qui avaient des trucs dans le cloud, s'ils avaient un truc stocké à Moscou, je pense qu'ils ont plus accès à ces choses-là. Bon, alors j'ai une vision après, un peu... mais on est en train de parler... Dans ce cas-là, on aura d'autres problèmes que récupérer nos chefs-d'œuvre, mais bon... De sauvegarder des choses qui sont oui, importantes. Qui peuvent être ça peut être nos textes, mais ça peut être nos références bancaires, ça peut être notre dernière radiologie de la colonne vertébrale, je sais pas, un truc super important que tu as besoin de garder. Whatever. Mais non, mais alors... Donc la règle du 3-2-1, 3 copies de vos données, l'original et 2 copies, sur 2 types de supports différents, et au moins une copie qui est hors site de l'endroit où tu as les originaux. Alors, ça peut être chez ton voisin, chez ta copine, à la banque, au boulot, whatever. D'accord. Eh bien écoute, je vais suivre ce conseil. Alors, ensuite, il y a aussi un point dont on n'a pas parlé, ce sont les logiciels de correction. Donc là, on revient peut-être un petit peu dans la phase écriture. Ou juste après. Deuxième écriture, deuxième phase d'écriture, réécriture. Alors, moi, en préparant l'épisode, j'ai réfléchi, à part Antidote, j'en vois pas d'autres. Je sais pas si tu en connais d'autres. Il n'y en a pas qui me viennent. Je sais qu'à l'époque où j'ai acheté Antidote, donc ça date, je sais qu'il y en avait d'autres. Maintenant, je ne saurais pas dire. Je sais que les correcteurs qu'il y a dans les correcteurs intégrés dans les systèmes Apple, Windows, etc., ils ne sont pas terribles. C'est pour ça qu'on utilise des logiciels spécialisés comme les Antidote. J'en connais en anglais, en langue anglaise. Mais pas en français, non. Donc du coup, bah oui, j'utilise Antidote. Je me demande s'il n'y a pas, il me semble quand j'étais au Salon des auteurs indépendants là, de Jupiter Phaeton, là, fin 2023, et il y avait, je crois que c'est la plateforme BOD qui présentait un outil Write Control. Oui, qui est un outil anglais. Alors qui est un outil anglais, mais c'était un lien avec eux. Peut-être, ou je sais pas. En tout cas, il y avait Write Control, et je crois, est-ce qu'il n'y a pas un truc de correction intégré là-dedans ? Mais j'en sais rien, je le connais pas. Je me pose juste la question. J'avoue que ça fait pas partie des logiciels spécialisés comme ça, qui te fait de la correction de ton texte, etc. Moi, je connais qu'Antidote, puis pour moi, c'est encore l'un des meilleurs, s'il y en a plusieurs, ou le meilleur. Après, il y a différentes façons de l'utiliser. Je sais pas comment toi tu l'utilises. Alors c'est là que j'ai un gros flash parce que moi je l'utilise pas. Ah, tu l'utilises pas ? Ok. Tu corriges pas ? Non, je corrige pas, je suis une rebelle. Non, moi non, j'ai des correcteurs humains, en fait. Ah oui, moi aussi. Mais je leur envoie un texte qui est au minimum passé sur Antidote pour pas... Enfin, moi je gagne du temps en tout cas. Bah, écoute, moi, en toute honnêteté, alors je suis pas du tout, ça n'a rien du tout de prétentieux ou quoi que ce soit ce que je vais dire, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire, je savais même pas que ça existait. Et puis, tu te souviens, la lointaine époque des disquettes dont on parlait tout à l'heure. Et, j'ai connu aussi. Et je l'utilisais pas par le fait. Et puis après, moi, j'ai commencé quand même vraiment en maison d'édition et je suis restée très longtemps en maison d'édition. Et du coup, j'envoyais mes textes corrigés par moi-même, par d'autres correcteurs, bêta-lus, et envoyés directement à la maison d'édition. Et quand j'ai vu... Enfin... Le retour des maisons d'édition m'a pas laissé supposer qu'il y avait tellement besoin que je rajoute quelque chose au niveau correction. Maintenant, bien sûr, certainement que ça m'aiderait, mais... Alors bon, déjà, il faut remettre l'église au milieu du village. Entre Antidote et un correcteur professionnel humain, le correcteur gagne 100%. Oui. Il est plus rapide, il est plus efficace. Parce qu'Antidote fait beaucoup d'erreurs de contexte, etc. Donc c'est une aide, mais c'est certainement pas un bon correcteur pour un texte final. C'est pas suffisant à mon sens. C'est vrai que très souvent, on entend dire
par beaucoup d'auteurs que quand tu es le nez dans ton texte, tu vois pas les fautes, tu vois pas. Et je dois Ou les dire, répétitions. ouais, c'est pas mon cas en fait. Alors les répétitions des fois un petit peu, mais pas tellement. Et je vois les fautes sur mes textes. J'ai des Mais textes il y a quasiment pas de fautes sur. Tu l'as déjà Femme essayé, chronologique. Antidote? Non, honnêtement. Non, mais il faudrait que je l'essaye. Mais je me dis que en même temps, ce dont j'ai peur, c'est que j'ai une manière d'écrire qui est alors bon, je fais des phrases très longues avec des comme quand je parle, j'ai des parenthèses dans la parenthèse, Des parenthèses, des digression dans virgules. la digression. Et je me Des dis, tirets est-ce quadratins. oui, exactement. Est-ce que finalement un logiciel aussi spécialisé soit-il va réellement pas me faire des contresens et des... Il faut que tu testes pour savoir. Ouais. Oui, non, mais peut-être. Non, mais si tu n'en as pas besoin, Bah, on va pas te forcer à utiliser un outil dont tu n'as pas besoin. Par contre, c'est à disposition. Oui, c'est ça. Et l'autre Alors, chose où la ça me... plupart des auteurs l'utilisent, je pense. Bon, l'essentiel, semble. c'est de faut corriger son texte d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est la base. Je pense que le message principal, c'est celui-là. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Par contre, alors tu me demandais s'il y avait d'autres outils. Il y en a un qui me vient, pas spontanément du coup, mais à la réflexion. C'est tout ce qui est la LLM, enfin les IA type ChatGPT, qui font un assez bon travail de correction du texte aussi. C'est-à-dire... Tu lui donnes un texte plein de fautes, tu lui dis corrige-moi les fautes, et il te rend un Ah. texte sans les fautes. Donc c'est ça ce existe. qui doit fonctionner un petit peu comme fonctionne Antidote. Absolument. Je Antidote, faut présume, pas se leurrer. C'est Antidote. quand même une intelligence artificielle. Mais Absolument. on a dit qu'on ferait un épisode complet. Voilà, parce que... Mais on jette notre petit pavé dans la mare. Antidote est bourré d'algorithmes de type intelligence artificielle. Voilà. Ce qui fait que tous les auteurs qui utilisent Antidote, quelque part, utilisent un bout d'IA pour leur texte. Clairement. Mais du coup, c'est aussi... Alors par contre, c'est encore compliqué à utiliser, je pense, parce qu'il faut passer par le web, Tu veux balancer dire ton texte à ChatGPT, non, ChatGPT, qui te le rende, c'est beaucoup de copier-coller, etc. Mais ça veut juste dire qu'on est à quelques années d'avoir un truc qui presque va te corriger au fur et à mesure que tu tapes, je pense. Oui, certainement. Bon, ce qui sera pas mal, quoi, quand tu as quelque chose. Bon, ce qu'on Alors, a de manière très ça basique dépend. sur Word, tu as quand même enfin, c'est extrêmement basique, hein, on est bien d'accord, mais tu as quand même quelque chose, une fonction qui te signale les fautes au fur et à mesure que tu tapes. Oui, mais Word, par exemple, il est étanche à ça et ça, c'est dit A la plupart du temps, ou ce, 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 SE. La plupart du temps, ça passe, une fois sur deux. Alors là, moi, ça fait partie des fautes que je fais pas. Bah oui, mais il y a plein de gens qui les font. Oui, mais voilà, mais je pense qu'en l'occurrence, ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est aussi de quoi tu as besoin en fonction. Il y a aussi plein Non, mais par d'auteurs exemple- qui sont dyslexiques ou qui ont un problème où là, vraiment, ils ne voient pas du tout les fautes, même les fautes qui sautent aux yeux. Et puis, c'est pas pour autant que ce sont des mauvais écrivains, ça n'a rien à voir. Mais sur la forme, il y a vraiment besoin d'un outil performant parce que c'est sur le premier jet, il est quasi illisible et ils ont ce déficit en 10 qui les empêche de toute façon de s'autocorriger, même sur des fautes qui peuvent sembler grossières quand tu n'as pas ce trouble. Et là, c'est vrai qu'il faut de toute façon un logiciel performant. Même sans parler nécessaire. de dyslexie, moi je fais beaucoup de fautes sur mes premiers jets. La raison, c'est la vitesse à laquelle j'écris. Et que je suis plus intéressé à coucher, j'allais dire sur le papier, toute la scène, et pas revenir parce que j'ai fait une faute de frappe ou parce que j'ai fait une faute d'accord ou quelque chose comme ça. Oui, mais ce qui revient à la discussion d'amont Donc, qu'on voilà. avait, où on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et puis moi, comme je relis 25 fois le truc et que ma phrase, elle change 25 fois avant de passer à la suivante, ou à peu près, forcément, s'il y avait des fautes d'orthographe, il y en a eu en gros plus ou quasi plus. Faute d'orthographe, faute De frappe. d'accord, faute de je sais pas quoi. Donc oui, c'est pas la même façon de travailler. Mon cher Cyril, nous avions dit au début de cet épisode que on avait un programme très ambitieux. Oui.
On voulait parler de nos outils, des outils de l'écrivain de A à Z. Je pense qu'on est de A à F à peu près. et que l'épisode est déjà assez long. Donc ça, on l'avait prévu, mais on n'avait pas prévu à ce point-là. Donc je te propose que nous nous arrêtions là et que nous fassions un autre épisode, tome 2, toujours sur ce thème qui est quand même, je trouve, très intéressant. J'espère qu'il plaira à nos auditeurs, où nous aborderons à la fois tout ce qui est les outils en post-production, on va dire comme ça, et puis également tous les outils que nous utilisons pour la promo, une fois le bouquin sorti, la promotion, les salons, etc., qui est un assez gros morceau pour justifier, je pense, un épisode à part entière. Est-ce que ça te convient ? Absolument. On est déjà plus d'1h15 d'épisode, donc on va... Voilà, donc même si certains de nos éditeurs, et particulièrement notre auditrice préférée, nous a dit qu'on pouvait faire très long. Notre unique auditrice. Notre seule auditrice, Stéphanie, si tu nous entends. Donc voilà, on va s'arrêter là et on espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé. On vous laisse dans les notes de l'épisode tous les outils. Les liens vers les outils. Voilà, auxquels nous avons fait référence. N'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous semblent intéressants ou si vous voulez rebondir sur les points qu'on a évoqués, n'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous laisser un petit commentaire ici sur les réseaux sociaux, sur notre site. Et puis abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous, commentez, mettez des pouces là où il y a des interfaces avec des pouces. Des étoiles là où il y a des interfaces avec des étoiles. C'est très important pour nous, pour notre visibilité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ou à nous regarder sur YouTube. Merci. Et c'est super, on est ravis. On vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut Catherine. Salut Cyril. Thank you.